Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la Santé et des Services sociaux ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de vos téléphones cellulaires. La Commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 99, loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et autres dispositions. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Madame Yvon Joliette est remplacée par Madame Poirier, Hochelaga, Maisonneuve et Monsieur Picard, Chute de la Chaudière, par Monsieur Schneeberger, Drummond, Boisfranc. Merci beaucoup. Alors, ce matin, nous accueillons les représentants de la Centrale des syndicats démocratiques. Bienvenue à votre Assemblée nationale. Vous disposez d'une période de 10 minutes de présentation. Par la suite, vous aurez l'occasion d'échanger avec les parlementaires. Pour les fins d'enregistrement, je vous demanderai de bien préciser vos noms et fonctions. Et sans plus tarder, la parole est à vous. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, mon nom est François Vaudreuil, président de la Centrale des syndicats démocratiques, CSD. Alors, ce matin, je suis accompagné à mon extrême gauche d'Éric Perrault, conseiller syndical, de Jean-Luc Dufour, conseiller juridique, et à ma droite de deux personnes d'exception, Madame Christiane Cloutier, qui est présidente de l'Association démocratique des ressources à l'enfance, qu'on appelle communément les ADREC à la CSD, et à sa gauche, à ma droite, Berthelette Demosthène, qui est présidente de l'ADREC de Montréal. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous remercier de l'invitation qui nous permet de participer aux travaux de la commission parlementaire concernant le projet de loi 99. Alors, avant de vous présenter nos commentaires concernant le projet de loi, permettez-moi de saluer toutes les personnes qui œuvrent dans le réseau des centres jeunesse au Québec et plus particulièrement les personnes responsables des familles d'accueil qu'on appelle communément les ressources à l'enfance. Alors, ce sont des femmes et des hommes qui, dans la foulée du vaste mouvement de désinstitutionnalisation qu'a connu le Québec à partir de 1960, ont jeté les bases d'un réseau non institutionnel d'entraide et de solidarité et l'ont développé au fil des années à grands coups de courage et de générosité. Alors, motivés par l'amour des enfants et par la volonté de leur procurer l'environnement physique et émotionnel qui leur permettra de s'épanouir, des milliers de femmes et d'hommes ont choisi d'ouvrir leur cœur et leur foyer à des jeunes qui éprouvent des difficultés ou qui, de façon temporaire, ont besoin d'aide. L'engagement de ces personnes, nourri au quotidien de leurs réels soucis et de leur profond respect de l'enfant, témoigne d'une approche humaniste à des années-lumière de toute préoccupation comptable ou corporatiste. Leur engagement est avant tout l'expression d'un acte de foi et d'amour inconditionnel qui se retrouve au cœur même du projet de vie qu'elles se sont donné et auquel participent très souvent leurs conjoints, leurs propres enfants. Être famille d'accueil, c'est accueillir des enfants, des adolescents, des êtres hypothéqués par la vie, très souvent victimes de la société, de leur famille. Pour s'engager à devenir famille d'accueil, il faut être animé d'un sentiment d'empathie et d'un désir d'entraide hors du commun. Parce qu'être abandonné, maltraité, voire abusé, laisse chez ces jeunes des séquelles importantes. C'est pourquoi la famille d'accueil doit posséder et maîtriser une palette de plus en plus élargie de compétences, d'habilités pour être en mesure de répondre aux besoins de ceux qui lui ont été confiés et de faire face à n'importe quelle situation. Ces personnes de caractère et de cœur, dont près de 90% sont des femmes, apportent une contribution exceptionnelle à la société québécoise, en plus d'être des intervenants de premier plan au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Or, à la CSD, nous représentons 6 associations de ressources à l'enfance, c'est-à-dire dans les régions de Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, de Lanaudière, de Montréal, de Montérégie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Nous représentons quelques 2400 familles d'accueil, soit environ 50 des familles d'accueil du Québec soumises à la loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant. En guise d'introduction pour la présentation concernant le projet de loi 99, je voudrais rappeler que c'est la première fois depuis 10 ans que le législateur décide d'apporter des amendements à la loi sur la protection de la jeunesse. Or, compte tenu qu'il y a très peu de modifications qui ont été apportées au cours des années, pour nous, cet événement est un événement très important et la CSD, je voudrais vous rappeler que la CSD et ses associations affiliées ont toujours fait la démonstration de leur volonté de participer au développement du réseau de familles d'accueil de manière constructive et de plusieurs façons. On a participé à la négociation d'une première entente collective, aux différentes tables de concertation et aujourd'hui, le premier élément qu'on peut soulever, c'est que on considère le fait de ne pas avoir été consulté en amont avant la préparation du projet de loi comme étant un écueil important. Or, si on prétend que si le législateur avait accordé la place qui revient aux familles d'accueil, nous aurions eu au préalable une consultation. Or, ceci étant dit, nous sommes convaincus, d'ailleurs, que c'est par la concertation qu'on peut produire les meilleurs résultats que la confrontation ou que le travail en silo par des experts, aussi compétents soient-ils. Or, on espère que la consultation, dorénavant, sera meilleure que ce qu'elle a été par le passé. Ceci étant dit, loin de nous l'idée de rejeter tous les éléments introduits par le projet de loi 99. D'abord, le projet de loi entend favoriser davantage la conclusion d'ententes entre les parties plutôt que de judiciariser le processus, nous apparaît éminemment souhaitable parce que, comme nous le demandons pour les familles d'accueil, les parents et les enfants doivent, dans la mesure du possible, être partie prenante des décisions qui les concernent. La facilitation du passage à la vie autonome est un autre point positif du projet de loi 99. Toutefois, elle pourrait encore être bonifiée en clarifiant dans le projet de loi que l'adolescent puisse avoir accès à la possibilité d'intégrer un appartement autonome, même sans le consentement des parents, dans l'éventualité où ces derniers sont dans l'impossibilité de donner une telle autorisation ou ne manifestent aucun intérêt à le faire. La clarification des situations impliquant l'exploitation sexuelle d'un enfant est également bien accueillie. Cependant, d'autres mesures du projet de loi vont à l'encontre de cette bonne intention. Nous y reviendrons plus tard. D'une part, le projet de loi propose, avec raison, de modifier les articles 38D de la loi de manière à considérer l'exploitation sexuelle comme un abus sexuel. D'autre part, le projet de loi 99 propose de modifier l'article 9 de la loi de manière à permettre que l'enfant confié à un milieu de vie substitut puisse communiquer en toute confidentialité avec une personne autre que ses parents, frères et sœurs, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Cette dernière règle peut être modifiée par l'obtention d'une autorisation du tribunal qui pourra restreindre le nombre de personnes avec qui l'enfant pourra communiquer. Pour les familles d'accueil que nous représentons, il est impensable d'avoir recours aux tribunaux pour limiter ce droit de communiquer avec toute autre personne. Il est parfois problématique de permettre à l'enfant de communiquer avec ses parents, frères et sœurs, particulièrement dans les situations d'abus sexuels, et les familles d'accueil comprennent qu'il faut alors passer par les tribunaux pour limiter ce droit. Or, permettre à l'enfant de communiquer avec toute autre personne en toute confidentialité et exiger que la famille d'accueil doive s'adresser au tribunal pour restreindre ce droit apparaît entrer en directe contradiction avec l'intention de mieux protéger l'enfant. Par exemple, l'enfant pourrait entrer en contact avec celui ou celle qui lui vendrait de la drogue et la famille d'accueil serait alors dans l'obligation de s'adresser au tribunal pour qu'une autorisation lui soit accordée afin de lui permettre d'interdire de telles communications.
Les familles d'accueil devraient avoir plus de latitude à cet égard sans nécessairement avoir recours au tribunal. Il est aussi évident que cet éventuel droit de communiquer avec toute autre personne entre en flagrante contradiction avec plusieurs éléments de l'instrument de classification qui fait partie intégrante du règlement de la classification des services offerts par une ressource. On demande effectivement à la famille d'accueil de s'assurer de la réalisation des activités de la vie domestique de l'usager, ce qui comprend s'assurer qu'il utilise adéquatement des moyens de communication. On lui demande aussi de s'assurer des bonnes habitudes de vie de l'usager, ce qui se décline en s'assurant qu'il ait de bonnes habitudes en regard de ses activités. On lui demande encore d'assurer la protection contre les abus en mettant en place des mécanismes de protection comme toute forme d'abus à l'égard de l'usager. On voit bien à la lumière de ces derniers extraits qu'une telle permission de communiquer avec toute autre personne s'oppose aux objectifs de l'instrument de classification. Nous demandons donc que les mots « ainsi qu'avec toute autre personne » soient retirés du libellé de l'article 9 du projet de loi 99. Alors, l'autre élément qui nous préoccupe énormément, c'est l'introduction de la famille d'accueil de proximité. Alors, pour nous, les familles d'accueil de proximité et les familles d'accueil régulières devront répondre aux mêmes exigences. Et des exigences, par exemple, qui sont requises par le Code de référence. Un des problèmes que nous avons, c'est qu'il y a des distinctions entre les familles d'accueil de proximité et les familles d'accueil. Par exemple, on exige aux familles d'accueil qu'il n'y ait pas de dossier d'antécédents judiciaires, une exigence qu'on n'a pas aux familles d'accueil de proximité. On demande aussi aux familles d'accueil qu'il y ait un dossier parfait en termes de solvabilité. Alors, c'est une exigence qu'on n'a pas avec les familles d'accueil de proximité. On demande aux familles d'accueil de détenir une formation, alors qu'on n'a pas ces exigences pour les familles d'accueil de proximité. On a des exigences concernant, par exemple, les dimensions d'une chambre à coucher qu'on ne retrouve pas avec les familles d'accueil de proximité. Alors, nous demandons donc que les exemptions pour les familles d'accueil de proximité soient retirées du cadre de référence pour que les enfants jouissent de la même protection dans une famille d'accueil de proximité que dans une famille d'accueil régulière. Oui. Pour permettre les échanges, oui. Nous sommes déjà depuis quelques minutes sur le temps de Madame la ministre. Alors, j'aimerais vous permettre d'échanger avec elle et les autres collègues. Je vais aller sur... Donnez-moi une minute, je vais aller sur les conclusions. Merci. Et puis je vous reviens. Donc, je vous parlais des distinctions qu'il y a entre les familles d'accueil régulières et les familles d'accueil de proximité. Alors, autre point qui nous préoccupe grandement, c'est que on devrait reconnaître le statut de partie aux familles d'accueil lorsqu'il y a, une présentation devant les différents tribunaux. Et puis, écoutez, ça fait le tour. On pourra échanger de toute façon puis vous amener les différents éléments. Tout à fait. Alors, sans plus tarder, Madame la ministre. Merci, M. le Président. D'abord, vous remercier, M. Vaudreuil, Mme Desmostènes, Mme Cloutier, M. Perrault et Maître Dufour d'être ici aujourd'hui pour qu'on puisse échanger, qu'on prenne connaissance de vos recommandations, etc., pour le mieux-être des enfants. Alors, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'est super important. Vous nous parlez, puis vous avez fini là-dessus, vous n'avez pas eu le temps de terminer votre mémoire, mais je vais vous amener là-dedans quand même sur le 2 poids, 2 mesures, la différence entre les familles d'accueil et les familles d'accueil de proximité. Vous nous dites dans votre mémoire qu'il y a des choses qui sont différentes, notamment la solvabilité, la formation. La formation, c'est pour le RCR, de ce que je comprends. Il y a aussi la question des chambres à coucher, la dimension et tout. Et vous nous faites aussi part du dossier judiciaire. Nous, ce qu'on pensait, je veux vous entendre là-dessus, c'est que le lien significatif pour l'enfant
d'une famille d'accueil de proximité, sa grand-mère, son grand frère, sa grande sœur, sa tante, son oncle, pouvait faire une différence réelle de ne pas sortir l'enfant de son milieu qu'il connaît, plutôt que de l'amener dans d'autres familles d'accueil. C'est ce qu'on nous a recommandé à plusieurs reprises dans plusieurs instances. Alors, vous semblez me dire que c'est pas la même chose, puis qu'il doit y avoir des choses qui sont qui doivent être prises en compte. Exemple, les pieds carrés d'une chambre pour l'enfant, là, entre avoir sa grand-mère. Moi, si j'avais mes petits-enfants qui devaient être placés, là, ils aimeraient bien mieux venir voir grand-maman Lucie que d'aller chez quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, là, même si la chambre n'est pas de la dimension exacte. Alors, je vais vous entendre là-dessus, m'expliquer en quoi vous pensez que vraiment, dans la vie de l'enfant, que ces critères-là vont faire un changement. Là. Pour la famille d'accueil de proximité, vous ne pensez pas qu'on est mieux de faire certaines concessions et de laisser l'enfant dans son milieu plutôt que de l'amener dans une ressource qui lui est complètement étrangère? Je vais passer la parole à Berthe, mais avant, il y a un commentaire à votre réaction, Madame la ministre. Je vous dirais que ce que vous venez d'exposer, c'est le gros bon sens. Et moi, pour accompagner ces personnes-là depuis plusieurs années, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur les réalités du terrain. Et le commentaire préliminaire que je vous faisais au départ, pour vous dire que dans le cadre de la préparation du projet de loi en amont, on aurait dû être consulté, avoir des échanges. Je pense que suite à ces échanges-là, ce qu'on serait aperçu, c'est que malgré l'idée du gros bon sens, dans la vie, il y a des réalités qui sont beaucoup plus tristes, qui sont beaucoup plus dures. Ces familles n'étant pas soumises aux mêmes vérifications, aux mêmes contraintes, et qu'on a une préoccupation commune ici qui nous rassemble, et on ne devrait pas se déchirer, c'est la protection de l'enfant. Alors, malgré ce raisonnement que vous avez, que je partageais au départ sans condition, mais maintenant j'ai beaucoup de réserves, après avoir entendu de moult témoignages et tellement de réserves que j'en suis venu à la conclusion que les familles personnellement, elles m'ont convaincu que les familles de proximité devaient avoir les mêmes normes que les autres familles d'accueil. Alors, Berthe, si tu veux donner des exemples concrets de l'application. Oui, en partant, je dois vous dire que nous, les ADREC, l'Alliance des ADREC, nous ne sommes pas contre les familles d'accueil de proximité. Mais notre façon de voir les choses, c'est que ces gens-là devraient avoir les mêmes règlements, les mêmes recommandations que nous. Par exemple, si moi, je suis famille d'accueil depuis 88, j'ai ma formation d'RCR que je dois renouveler à chaque 2 ans, je sais que c'est pour le bien-être des enfants placés chez moi, ça ne me dérange pas. Et une famille d'accueil de proximité n'a pas besoin d'avoir son cours d'RCR. Est-ce que ça veut dire qu'un enfant a le droit de s'étouffer dans une famille d'accueil de proximité, mais pas chez moi? C'est des affaires comme ça qu'on n'arrive pas à comprendre. La protection de l'enfant, que ce soit chez la grand-mère, chez la mère ou bien chez la voisine, ça devrait être pareil. À titre d'exemple, quand la famille d'accueil de proximité a des difficultés, ils font appel à nous, en tant qu'association. Nous ne devrions pas avoir 2 réponses à donner. Une réponse à la famille d'accueil régulière et une autre réponse à donner à la famille d'accueil de proximité. Ce sont les mêmes personnes qui sont là pour répondre au bien-être des enfants, pour la protection des enfants. C'est seulement ça qu'on demande, à savoir si on pouvait avoir les mêmes règles, si on pouvait partir sur la même base. La grand-mère, là, c'est beau. Je suis entièrement d'accord que l'enfant reste chez sa grand-mère. Mais pourquoi cette grand-mère-là ne peut pas avoir les services appropriés pour ces enfants-là qui sont chez eux? Nous, comme famille d'accueil régulière, nous nous battons pour avoir des services. Mais les familles d'accueil de proximité se battent beaucoup plus parce qu'on les envoie au CLSC. Quand on doit les conseiller, c'est un peu difficile pour nous parce qu'on n'est pas au même niveau. On n'est pas soumis aux mêmes règles. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous dire que il y a des affaires qu'on pense qui pourraient être au beau fixe pour tout le monde. Une famille d'accueil de proximité, c'est une famille d'accueil comme toutes les autres familles d'accueil, que ce soit la grand-mère ou la tante, parce que c'est rendu à un point que ce soit la voisine, la 10e maison après la maison de la famille. Ça pourrait être une famille d'accueil régulière.
Mais vous savez que de toute façon, il y a toujours le jugement de l'établissement des intervenants qui font les placements, qui ils vont pas placer un enfant pour le mettre en situation de danger dans une famille de proximité. Puis j'ai presque le goût de vous dire que est-ce que tous les parents du Québec ont le cours RCR, alors qu'une famille d'accueil peut avoir 6, 9 enfants placés? Je suis entièrement d'accord avec vous, Madame la ministre. Mais il y a des familles qui ont 6 enfants, c'est vrai, les parents qui ne sont pas soumis au cours RCR. Alors ça veut dire que nous ne pouvons pas être des parents comme les autres familles d'accueil de proximité. Nous ne pouvons pas être comme des mères, comme les autres mères qui ont 6 enfants. On nous exige cette formation-là. Pourquoi on ne peut pas l'exiger à l'autre? Je comprends que vous vous basez sur la famille. Le mot famille, c'est ce qui nous stimule, nous, les familles d'accueil. Parce que dans notre tête, là, on a travaillé beaucoup pour nous dire que c'est pas nos enfants. Mais en partant, là, dès que l'enfant rentre chez nous, on le considère comme si c'était notre enfant. On travaille fort là-dessus pour leur donner le meilleur. Mais s'il y a des choses qu'on exige à la famille d'accueil, et ce sont des choses qui arrivent, peut-être que c'est pas répertorié, mais un enfant en danger dans une famille d'accueil régulière pourrait être dans une famille d'accueil et de proximité aussi. Mais ça va pas se régler de la même façon. Ce que vous me dites, c'est que c'est pas si important que ça, le lien significatif qu'a un enfant avec son entourage? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, moi, on n'a rien à redire là-dessus. On parle de protection, que ce soit chez la mère, chez le père, dès qu'on reconnaît un statut à cette personne-là, et il y a une loi qui régit cet enfant-là placé dans ce milieu-là. Je pense que tout ce monde-là devait être régi sur la même loi. C'est juste ça qu'on veut dire par là. OK, je vous entends. Maintenant, vous souhaitez que ces familles d'accueil soient, comme la FARIC d'ailleurs, le statut de partie, tout de suite. Pouvez-vous élaborer davantage parce que le barreau m'a dit que ce n'était pas faisable? Je vais demander à Jean-Luc de répondre. Jean-Luc? Bien, dans le texte qu'on vous a déposé au niveau de l'intervention, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs éléments, plusieurs conditions qui doivent être respectées pour que une famille d'accueil puisse être déclarée intervenante dans un dossier. Que le barreau vous ait dit ça, je vais le prendre pour acquis, là. Mais la loi peut toujours être amendée pour reconnaître des critères plus flexibles pour qu'une famille d'accueil puisse intervenir dans le dossier devant le tribunal. Et la raison est fort simple, la raison elle est double. D'abord, pour avoir discuté longuement de ce point-là avec les familles d'accueil que je représente, la particularité, c'est souvent le danger de la mesure de représailles lorsque la famille d'accueil veut intervenir pour une seule chose, le vécu de l'enfant. Transmettre au tribunal les informations qu'elle a au quotidien. L'intervenante de l'établissement a une photographie à intervalles réguliers du vécu de l'enfant. Mais nous estimons que la personne qui est la mieux placée pour faire des commentaires sur le vécu de l'enfant, par exemple, lorsque l'enfant revient perturbé d'une visite chez ses parents la fin de semaine, on estime qu'il s'agit de la famille d'accueil. Et dans le listing qu'on vous a fait aux pages 14 et 15 du mémoire, vous constatez que la liste des conditions est très longue, très rigoureuse, et qu'en plus, la famille d'accueil doit évidemment rencontrer toutes ces exigences-là et faire sa démarche au niveau judiciaire. Donc, l'objectif de l'intervention facilitée devant le tribunal, c'est, dans un premier temps, pour le vécu de l'enfant, pour pouvoir le transmettre adéquatement au tribunal pour qu'il puisse avoir un éclairage. Alors, on est d'avis que nous, au niveau du rôle de famille d'accueil, on est les mieux placés sur le terrain pour faire part de ce vécu quotidien. Alors, sans mettre en cause le travail des intervenants, ils n'ont évidemment qu'une photographie pré intervalles réguliers, au mois ou aux 2 semaines ou à la semaine, mais ils n'ont pas le vécu quotidien. L'autre élément, évidemment, c'est que de faciliter la reconnaissance du statut de partie de famille d'accueil devant le tribunal, ça permettra aux familles d'accueil d'intervenir lorsque souvent, ils ont un point de vue différent de la vision de l'intervenant. Il ne faut pas se le cacher. On a vu, moi j'ai eu des commentaires de ressources qui m'ont indiqué on voudrait intervenir devant le tribunal, mais l'établissement ne veut pas qu'on fasse de représentation. Évidemment, c'est toujours la crainte des mesures de représailles pour qu'à un moment donné, une famille d'accueil se voit retirer les places ou fermer sa ressource. Donc, c'est l'objectif de l'intervention. Je vous entends,
Mais comme je vous le disais, en fait, je me suis mal exprimée. Ils n'ont pas dit que c'était pas faisable. Ils ont dit qu'ils s'opposaient à cette modification-là à la loi. Et je vais peut-être vous surprendre. Non seulement il y a eux qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas favorables à cette modification-là, mais il y a la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. La raison qu'ils m'ont invoquée, puis vous allez pouvoir me répondre, c'est les gens peuvent toujours être entendus. Ils n'ont qu'à faire la demande et le juge peut statuer. Et 2, c'est qu'il y a des parties confidentielles au dossier, comme la santé mentale des parents, un père ou une mère ou peu importe, qui serait mis la confidentialité des informations, ferait en sorte que cette information-là serait rendue disponible aux familles d'accueil, selon ce que j'ai entendu. Et ils ne sont pas favorables à ça. Ils disent que les familles d'accueil n'ont pas besoin d'avoir toute cette information-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que le tribunal peut émettre des ordonnances pour restreindre l'accès à la confidentialité de certaines informations. C'est aussi simple que ça. Si vous me dites, la famille d'accueil peut toujours présenter sa demande. Et regardez les critères jurisprudentiels qui sont aux pages 14 et 15. Passez-les un après l'autre. Et la famille d'accueil qui veut se présenter tout seul le matin devant le tribunal, elle ne peut pas le faire. La famille d'accueil qui a le bien-être de l'enfant à cœur, elle va se prendre un avocat, elle va le payer de sa poche et elle va tenter de remplir tous ces critères-là. Alors que le vécu quotidien devant le tribunal, c'est la famille d'accueil qui le connaît. Alors, je pense qu'au niveau des normes de confidentialité, il y a toutes sortes de mesures qui peuvent être prises par le tribunal. Le tribunal est là pour recevoir le vécu quotidien de l'enfant. Je vous entends. Et si vous me le permettez, Madame la ministre, tout à l'heure, sur la famille d'accueil de proximité, sur les antécédents judiciaires, dans le cadre de référence, les antécédents judiciaires pour une famille d'accueil de proximité, vous avez parlé tantôt du lien affectif, on n'a rien contre ça, sauf que les antécédents judiciaires, pour les personnes qui agissent comme remplaçants, pour les personnes qui agissent comme aide, pour les personnes qui agissent comme employés d'une famille d'accueil de proximité, l'exigence de tierces personnes, de vérification d'antécédents judiciaires à l'égard de tierces personnes, n'est pas présente. Donc, je peux être d'accord avec vous que la grand-mère, l'oncle, le cousin sont des gens fiables, mais les gens qui les remplacent occasionnellement, sur une période plus ou moins longue, auraient besoin de cette vérification. C'est déjà fait par les intervenants, ce qu'on me dit, par les intervenants des établissements? Pas dans le cadre de référence du ministre de la Santé et des Services sociaux. Ce n'est pas une exigence. D'accord. Parlons donc de l'article 9. Je n'ai pris bonne note en passant. C'est pas parce que je dis d'accord que j'évacue le sujet, là. Je prends note de tous vos commentaires. La référence, si vous voulez, on l'a. Bien, je vais la retrouver dans votre mémoire, j'imagine? Pardon? Est-ce que je vais retrouver ça dans votre mémoire? Oui, tout à fait. OK. À l'article 9, vous nous faites mention que la modification proposée pourrait nuire à la protection des enfants qui sont confiés en famille d'accueil. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Bien, c'est le droit de communiquer avec n'importe qui. Alors, comme tantôt, comme on vous le mentionne très bien dans le mémoire, la problématique, c'est la communication avec quiconque. Alors, donc, si on a un problème avec un enfant qui a des problèmes de drogue, ça veut dire qu'il peut communiquer avec son pusher s'il veut, sans que la famille d'accueil, qui est là au quotidien, qu'elle soit de proximité ou qu'elle soit famille d'accueil régulière, puisse intervenir pour venir dire « Non, ça ne fonctionne pas, ta communication ». Alors que dans votre instrument de classification du ministère de la Santé et des Services sociaux, bien, vous avez une obligation qui est faite à la ressource de gérer adéquatement les moyens de communication et les communications qui sont faites par l'enfant. Donc, ça veut dire qu'à toutes les fois qu'on va vouloir restreindre le type d'appel téléphonique ou le type de communication que le jeune peut avoir, bien, il va falloir obtenir l'autorisation du tribunal à toutes les fois. Parce que l'article 9 que vous proposez limite le pouvoir au directeur général d'un centre de réadaptation ou d'un centre hospitalier à indiquer que lui, il met des réserves sur les communications du jeune. Mais pour le reste, c'est large. Merci beaucoup. Nous poursuivons maintenant les échanges avec le collègue de Rosemont. Merci, M. le Président. M. Vaudreuil, toujours un plaisir de vous revoir, de communiquer avec vous. On s'est beaucoup parlé dans des dossiers de services sociaux dans la dernière année et demie. Vous avez toujours été franc, direct, lucide, et je vous en remercie. Mme Demosthène, Mme Cloutier, M. Perrault, M. Dufour, Maître Dufour. Écoutez, je trouve que vous soulevez un certain nombre d'éléments très pertinents.
très pertinent et je dois dire que je découvre dans votre mémoire le nombre de distinctions apportées entre la famille de proximité et la famille d'accueil. Je suis d'accord avec la ministre qu'on ne doit pas être rigoriste là-dedans et son argument sur la grand-mère vis-à-vis la grandeur de la pièce, moi je suis avec elle là-dessus. Bon. Mais ce que vous dites en fait, c'est que sur d'autres éléments, comme par exemple vérifier les antécédents judiciaires, la famille de proximité est exemptée. Moi je ne voudrais pas, parce qu'effectivement on a un effort louable d'insérer dans la loi cette fois-ci une meilleure protection sur les problèmes d'agression sexuelle ou de menaces sexuelles ou d'environnement sexuel néfaste. Et puis là, il faudrait faire ces vérifications-là, y compris pour la famille de proximité. Et ce que vous nous dites finalement, c'est que comme les juges vont placer de préférence les enfants dans la famille de proximité, il se peut que dans les faits, malgré les normes, il n'y ait jamais de vérification qui se fasse. Pourquoi vous tirez cette conclusion? Bien, au niveau de la famille d'accueil de proximité, d'abord, je pense qu'il faut un petit peu rétablir le statut par rapport à l'intention législative. Le statut, il est à l'article, si on le voit là, dans notre mémoire, il est à la page 7. Le statut de la famille d'accueil de proximité, ce n'est pas le tribunal qui va le déterminer. C'est l'établissement. Alors, ce qu'on qualifie de grand-mère, de grand-père, d'oncle, de tante, avant de devenir famille de proximité, si vous regardez la modification à l'article 312 de la L4S, c'est une ou deux personnes qui ont fait l'objet d'une évaluation par l'établissement public, conformément aux articles 305 et 314, après s'être vues confiées. Alors donc, il y a une étape de confier à par le tribunal. D'ailleurs, on en fait mention à l'article 62 du projet de loi là, qui va modifier la loi sur la protection de la jeunesse à l'article 62 de la LPJ. Donc, il y a une étape de confier à, il y a une étape d'évaluation. Et évidemment, dans cette étape d'évaluation, comme on m'a déjà dit à moi dans un dossier, on n'est pas obligé de contracter avec vous, on n'est pas obligé de vous donner le statut de famille d'accueil. Donc, ça voudrait dire que les personnes qui reçoivent l'enfant pourraient demeurer ce que l'on appelle dans le jargon des confiés à. Si je comprends bien que, donc, en fait, il pourrait y avoir une tentative de vérification, il pourrait y avoir une détermination que c'est pas une bonne idée et que donc, on ne va pas rétribuer la famille d'accueil de proximité, mais elle pourrait dire, écoutez, gardez votre fric, moi je garde l'enfant, il est confié à. Écoutez, on a des exemples à cet effet-là, et c'est ce dont on discutait l'autre jour, qu'on avait un peu de misère à comprendre. Il y a des gens qui, dans le réseau, sont des gens qui sont confiés à. C'est-à-dire que le tribunal leur confie un enfant, mais ils demeurent comme ça. Et quand on téléphone, quand on prend des communications, on fait des démarches auprès de l'établissement pour être reconnu comme famille d'accueil, on se fait dire non. On vous refuse parce que vous ne possédez pas les qualifications. Donc, on vous refuse. Bon, même dans l'immense majorité des cas, là, la famille d'accueil de proximité est tout à fait dans les normes. Elle passerait tous les tests, donc elle pourrait être rétribuée pour avoir cet enfant. Elle fait la demande, et là, on lui dit non, non, pour des raisons budgétaires, finalement. On ne veut pas les rétribuer, même si elles réussissaient à passer tous les tests. La réponse qu'un centre jeunesse du temps m'avait donnée, je dis du temps, mais c'est en 2015, nous ne sommes pas obligés de contracter avec vous. On n'est pas obligé. Et donc, là, il y a des familles de proximité qui passent d'abord par l'étape de la validation administrative et qui donc, lorsqu'ils reçoivent l'enfant, vont être rétribués. Mais s'ils ont le malheur d'avoir l'enfant confié à immédiatement, ils ne seront pas rétribués, donc vont perdre. C'est d'ailleurs le même commentaire que fait le Barreau du Québec dans son mémoire. Il y aurait lieu de clarifier ou tout simplement d'écarter. Dans le projet de loi, on veut modifier l'article 62 de la loi sur la protection de la jeunesse. À la fin si je me souviens, c'est le premier alinéa, on dit en outre, lorsqu'il ordonne que l'enfant soit confié à une famille de proximité, il désigne cette dernière. Il faut que la famille de proximité ait d'abord été qualifiée comme famille de proximité par l'établissement, selon le nouvel article 312. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants en ce moment au Québec qui sont confiés à, donc des familles d'accueil de proximité qui ne sont pas rétribuées?
de ce chiffre-là. OK. Ben, je demanderai à la ministre dans l'article par article où si elle a cette information nous intéresse, parce que c'est certain que si on parle de 5 000 enfants, 8 000 enfants, 12 000 enfants, il y aura un impact budgétaire important. Il ne faut pas se cacher. Il y aura un impact. En ce moment, il y a des gens qui sont gardés par leur oncle, leur tante, etc., gratuitement. Et donc, c'est un service familial qui est rendu. Et s'il fallait toutes les transformer en familles d'accueil standard, il y aurait un impact budgétaire important. Est-ce que c'est ce que vous proposez? Bien, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a comme information, c'est que les intervenants ont de plus en plus de dossiers de familles de proximité et ça commence à être pas mal l'équivalent entre famille d'accueil et famille d'accueil de proximité. Alors évidemment, donc, c'est le processus parce que dans les faits, effectivement, les confiés A ne recevront rien. Donc, et le processus comme tel, en ce sens, ben, il faut le suivre au complet avant d'être qualifié de. Et parlons de, disons, l'éthique familiale. Dans la mesure où nous faisons la démonstration qu'il n'y a pas d'antécédents de nature criminelle, sexuelle, etc., et qu'il n'y a pas de problème de solvabilité, parce qu'il devrait être fait de façon routinière pour l'ensemble des cas, n'est-il pas sain de s'apercevoir qu'au Québec, en ce moment, des familles, des grands-mères, des grands-pères, des frères, des sœurs disent « Je vais m'en occuper de l'enfant, moi. » C'est sain. Il y a une famille de proximité, nous, ici, on n'est pas contre. Oui. Mais donc, en autant que les exigences sont les mêmes. Parce que si vous regardez le manuel, le cadre de référence du ministre, les exemptions, ça peut être pour le voisin qui va garder temporairement l'enfant une soirée au niveau de l'antécédent judiciaire. Alors, je ne la ferai pas, la vérification. Mais la famille d'accueil régulière, elle, lorsqu'elle confie temporairement par aide un enfant à la garde de quelqu'un d'autre, il faut que cette personne-là, on ait vérifié ses antécédents judiciaires et de surcroît. On est d'accord. On Okay. est d'accord qu'il faut que ces vérifications-là soient faites, puis je suis sûr que je vais convaincre la ministre d'aller dans cette direction-là. Mais ce que je voudrais éviter, c'est de créer une règle générale qui dit que si, par la bonté de ton cœur, tu décides que tu vas t'occuper de l'enfant vulnérable, de ta fille, de ta sœur, de ton beau-frère, il faut que l'État te fasse un chèque nécessairement. Et puis, c'est le glissement dans lequel on pourrait tomber là, si on voulait que toutes les familles de proximité deviennent des familles d'accueil standard. Et je pense qu'il y a une différence entre une famille qui décide, moi, dans ma vie, je veux être famille d'accueil parce que je veux m'occuper d'enfants, puis j'ai les qualités pour le faire, puis j'ai la formation pour le faire, et c'est très bien, on doit les rémunérer correctement, ou le membre d'une famille élargie qui dit, ben, c'est mon beau-fils, c'est mon neveu, c'est ma nièce, je vais m'en occuper. Puis je ne voudrais pas qu'on fusionne ces deux éléments-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, j'ai une difficulté dans votre question, là, parce que les familles d'accueil de proximité bénéficient de la même rétribution que les familles d'accueil régulières. Et à? Pardon? Pas les confier à? Non, mais je parle des familles d'accueil de proximité qui sont en croissance, pour lesquelles le nombre est hyper important, et bénéficient de la même rétribution que les familles d'accueil régulières. C'est parce qu'on a une discussion sur transformer tous les confiés à en familles de proximité. Je ne suis pas certain que ce soit souhaitable socialement. Le problème avec les confiés A, là, on n'a rien contre qu'une grand-mère veut prendre son petit enfant confié A. Mais c'est le problème de la protection, premièrement, et les services appropriés à donner à cet enfant-là. Automatiquement, c'est un enfant confié A, là, c'est comme s'il n'y avait plus de suivi, plus de service pour cet enfant-là. C'est comme un enfant qu'on vient de perdre. Et s'il y a des besoins, comment on va le savoir? Si cet enfant-là a des besoins ponctuels qu'il doit avoir, il ne l'aura plus. D'où la raison qu'on aimerait au moins que ce soit répertorié et analysé et voir c'est quoi les vrais besoins de l'enfant. Si c'est un enfant qui n'a pas de besoin, c'est juste la famille qui décide de le prendre. Nous ne sommes pas contre. Parce qu'il pourrait en avoir des confiés A. Mais quand la tendance va dans ce sens-là, comme c'était avant 2009 et 2012, si on peut retourner en arrière, il y en avait tellement de confiés A, on a fait une bataille là-dessus parce qu'il y avait des enfants handicapés qui n'avaient pas de service. Concluant, j'ai quelques secondes. Je suis d'accord avec vous. Si la direction de la protection de la jeunesse confie un enfant à une famille, elle doit faire un suivi régulier de ses besoins. Si ça va bien, tant mieux. Mais il ne doit pas
tenir pour acquis que tout va bien, puisque l'enfant a été confié. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour la suite du débat, je cède pour 7 minutes la parole à notre collègue de Drummond-Boisfranc. Bonjour. Un peu sur la même approche, on parlerait de rémunération. Est-ce que vous pensez que la famille d'accueil de proximité devrait avoir une rémunération autre que la famille d'accueil régulière? Non. La structure de rétribution existante est correcte. On n'a pas... non, c'est correct comme ça. OK. Au niveau du biais de l'enfant, quand vous parlez d'un enfant qui est confié à une famille de proximité à proche parent, vous dites peut-être que le proche parent n'a pas les qualificatifs nécessaires pour venir aux besoins de l'enfant. À ce moment-là, normalement, la travailleuse sociale du centre jeunesse, normalement, devrait définir. Premièrement, je pense qu'il y a une approche. La travailleuse sociale doit sûrement se rendre sur place dans la maison. Il faut vérifier, voir si les lieux sont corrects et autres, et puis si la personne qui va prendre en charge l'enfant va être capable d'assumer les besoins de l'enfant, j'imagine. Pouvez-vous vous étendre un peu plus là-dessus, sur le processus? Christiane? Je voudrais m'exprimer sur le sens de la famille, mon oncle, ma tante, grands-parents. On n'est pas contre ça. Le problème, ce qui s'élargit présentement, ça ne s'arrête pas juste à la famille, mon oncle, ma tante, grands-parents. C'est rendu que c'est les éducatrices de garderie ou le voisin qui devient des proximités. Là, on a un sérieux problème. On ne dit pas qu'on est contre ça. C'est bien correct. Ça fait qu'ils déplacent le jeune, puis on est toujours là pour la protection du jeune, puis ça, on n'est rien contre. C'est qu'ils prennent le jeune de chez papa, maman, ils le retirent, ils l'envoient chez la famille proximité en confiant, évalue, devient pas une famille proximité. De temps en temps, ça bifurque, ça revient en famille d'accueil ordinaire, à RTF comme nous autres. Mais le problème, c'est que c'est pas juste là. C'est qu'on est devenu... Là, maintenant, on a des familles proximité, mais qui sont les gardiennes de ces enfants-là. On est plus que mon oncle et ma tante, là. On a les voisins, on a l'ami de l'autre, on a l'ancienne belle-sœur. Là, on en voit de toutes sortes. C'est-à-dire que vous, ce que vous dites, c'est que la famille de proximité, le qualificatif devrait rester vraiment au niveau du lien familial, on va dire presque sanguin, on peut dire, là. C'est vraiment la famille proche. Et non, rendu, comme vous dites, là, le beau-frère de l'ex de l'autre. Là. Ça fait loin pas mal. Là, rendu là, c'est le quartier au complet, des fois. Là. Alors, il est là le problème. Je suis d'accord avec vous que la famille de proximité devrait être là. Puis sinon, les règlements devraient s'appliquer comme la famille d'accueil régulière. C'est ça? Le premier, c'est l'enfant. On est là pour la protection de l'enfant. Fait que si on a une famille d'accueil RTF comme nous, puis une famille proximité, on est là pour le but premier, l'enfant, de représenter l'enfant et la protection de l'enfant. Fait que quand on est rendu famille proximité puis qu'on a des exemptions de chambres à coucher, puis la RTF comme nous, là, on est là comme bons parents. On est là pour les élever, pour leur donner de l'amour, de l'encadrement et la même chose qu'une proximité. Mais quand on vient faire une différence entre elle et moi, que j'exige ma chambre, que j'exige les antécédents judiciaires, puis on n'est pas contre ça, mais pas du tout, parce qu'on est là pour la protection, qu'on exige de ne pas suivre un cours d'RCR. Elle a le droit de s'étouffer chez la proximité, mais elle n'a pas le droit de s'étouffer chez nous. Qu'on exige des formations, on a un problème. Encore un petit peu de temps? 3 minutes. Oh, OK, c'est bon. C'est rare, ça, que ça va. C'est bon. Famille d'accueil, vous parlez tantôt de la notion de chambre, dimension. Y a-t-il des règles très strictes là-dessus? Je veux dire, je comprends qu'il ne faut pas les mettre dans le sous-sol à côté du chauffe-eau, là, je comprends ça, mais je veux dire, la grandeur d'une chambre, là, moi, chez nous, mes 2 enfants sont dans la plus petite chambre, puis je leur offre de prendre de la grande, puis ils veulent pas. Ils aiment leur petite chambre. Je pense qu'ils sont bien là, c'est ça. Il y a des règles prévues dans le cadre de référence qui sont très claires, qui sont très spécifiques à cet égard-là. Mais les familles de proximité ne sont pas assujetties à ces dispositions-là. Si vous me permettez, c'est à la page 55 du cadre de référence. Alors, de préférence privée avec une fenêtre donnant sur l'extérieur,
se situant au rez-de-chaussée ou à l'étage. Oubliez votre temps de jeunesse où vous aviez réclamé une chambre dans le sous-sol, vous n'y avez plus droit. 80 pieds minimum, au minimum 80 pieds carrés pour une chambre simple et 120 pieds pour une chambre double. Puis pour les handicapés, et pour il y a une possibilité au sous-sol à condition qu'elle réponde aux caractéristiques susmentionnées et que l'usager soit volontaire et s'y installer. Bon, c'est pas une règle qui est très sévère, 80 pieds carrés, on dit en bas de ça, c'est le garde-robe, là. oui, mais on a vu des familles de proximité où tu avais 2 familles dans un 4,5. On a vu ça, tu sais. On parle de l'enfance. Non, mais on parle de l'enfance. Ce que je vous dis, quand on dit que ça devrait être les mêmes règles d'assujettissement pour les deux, notre référence, c'est l'enfance. Et je vous dirais que les familles d'accueil régulières et de proximité sont nos membres, là, sont dans les mêmes unités de négociation. On les représente, ces gens-là. Mais ce qu'on dit, c'est que notre priorité, c'est l'enfance. Et puis, une des caractéristiques des familles d'accueil, c'est lors la première rencontre que j'ai eue avec la présidente de l'Association de Montréal, elle m'a dit, et cette phrase-là résume tout, puis il faut les connaître, les côtoyer pour savoir que c'est véridique, elle m'a dit, c'est pas parce qu'on aime nos enfants que c'est pas du travail. Alors, tu sais, quand on a parlé que les gens puissent s'organiser en syndicat puis avoir un modèle de représentation collective, l'amour des enfants, c'est au cœur de leur vie, c'est au cœur du projet. Puis il faut faire attention de la façon dont on va faire évoluer ce système-là pour pas qu'il se bureaucratise à outrance puis qu'on perde ce caractère humaniste qui, c'est un des derniers pans qui reste dans le réseau de la santé et des services sociaux que la bureaucratie n'a pas écrasé, là. Alors donc, il faut faire attention, garder cet humanisme parce qu'on parle de l'enfance. Et quand comme association de familles d'accueil, on dit qu'il ne devrait pas y avoir deux poids, deux mesures. Ce qui est bon pour Minou, en somme, est bon pour Pitou. Ben, c'est pas pour rien, là, tu sais. Merci beaucoup. Alors, nous remercions, oui, effectivement, les représentants de la Centrale des syndicats démocratiques. Compte tenu de l'heure, je suspends les travaux jusqu'à 15 heures. Merci.